Le fonctionnement des antennes. Les antennes sont largement utilisées dans le monde des communications. Il y a beaucoup d'applications pour ça. Par exemple, la communication mobile, la communication radio, la télé. Dans tout ça, on utilise les antennes. Les antennes reçoivent une onde électromagnétique et la convertissent en un signal électrique. Le contraire est aussi vrai. Ils peuvent recevoir des signaux électriques et les convertir en une onde électromagnétique qui se propage dans l'espace. Et lorsque je dis un signal électrique, je signifie la tension électrique. En fait, la tension, elle roule à la vitesse de la lumière. Lorsque moi, j'active un interrupteur dans la salle pour l'éclairer, alors la tension de 110 volts selon le système nord-américain ou bien 220 volts selon le système européen et africain, alors cette tension-là, elle va rouler jusqu'aux bornes de la lampe avec la vitesse de la lumière. Le courant, c'est autre chose. Le courant, ce sont les électrons qui courent à l'intérieur du conducteur. Et lorsque les électrons courent, ils heurtent des obstacles à l'intérieur du matériau, ce qu'on appelle la résistance, et du coup, les électrons bougent à une petite vitesse comparée à la tension. Il convient de noter que c'est vrai que la tension roule à la vitesse de la lumière pour arriver de l'interrupteur jusqu'aux bornes de la lampe. Il est vrai également que l'électron court très lentement, mais lorsqu'on active l'interrupteur, il ne faut pas s'attendre à ce que ces électrons arrivent jusqu'aux bornes de la lampe, puis traversent la lampe pour avoir de l'éclairage. Il y a déjà des électrons qui sont aux bornes de la lampe. Lorsque la tension arrive avec la vitesse de la lumière aux bornes de la lampe, ces électrons vont tout de suite traverser la lampe. C'est important de noter ça. Prenons le cas d'une lampe à poche, par exemple. Alors, si on s'attend à ce que les électrons viennent de la batterie pour arriver aux bornes de la lampe puis traverser la lampe, ça peut prendre 1 heure. Par contre, lorsqu'on active l'interrupteur de cette lampe à poche, il y en a déjà des électrons qui sont là, ils vont tout de suite aller dans le circuit et traverser la lampe. Nous allons expliquer d'une façon illustrative le fonctionnement des antennes dans cette vidéo. Alors, comment fonctionne une antenne? La plupart de nous utilisent la communication mobile et nous sommes curieux comment ça fonctionne. Pourquoi il existe différentes générations de communication mobile? Essayons d'explorer cette technologie sans pour autant rentrer dans les détails mathématiques. La technologie de la radio et de la télé fonctionne de la même façon. L'élément clé est l'antenne, qui d'ailleurs fonctionne en mode de transmission et également en mode de réception. Lorsque l'antenne fait de sorte que le signal électrique se propage dans l'espace libre à travers une onde électromagnétique, on dit que l'antenne a rayonné le signal dans l'espace libre. Dans une autre vidéo, nous avons expliqué le fonctionnement de l'antenne à travers les équations de Maxwell, les 4 équations de Maxwell, et on a donné le sens physique de ces équations. Dans cette vidéo, on va procéder autrement. On va expliquer comment le champ électrique se détache de l'antenne pour partir dans l'espace libre et se propager. Pour créer un champ électromagnétique qui se propage dans l'espace libre, on peut penser à une boucle fermée. C'est-à-dire, on utilise un conducteur fermé et à l'aide du principe de l'induction électromagnétique, nous serons capables de produire un champ magnétique fluctuant et un champ électrique autour de lui, comme le montre l'animation ici. Cependant, ce champ fluctuant autour de la source est inutile pour la transmission des signaux. En fait, le champ électromagnétique ici ne se propage pas. Il fluctue tout simplement autour de la source. Il ne se détache pas de la boucle connectée à la source. Dans une antenne, les ondes électromagnétiques doivent être séparées, détachées de la source et par conséquent, elles peuvent se propager. Alors on doit penser à une autre idée. Peut-être une boucle qui n'est pas fermée peut faire l'affaire. Commençons à considérer un simple proton et un simple électron et regardons ce qui se passe.
Essayons de comprendre la physique derrière le détachement de l'onde électromagnétique, le détachement de la source et du circuit. Ici, on voit que la tension, illustrée par le vecteur bleu clair, cette tension, elle oscille, elle va dans un sens, dans l'autre, et on voit que l'onde électromagnétique se propage. Comment ça se fait ceci? Prenons un cas simple, le cas d'un dipôle électrique. Considérons une charge positive, une charge négative, placées à une distance l'une par rapport à l'autre. La charge positive, celle illustrée en rouge, la charge négative, celle illustrée en bleu, avec le signe moins. Entre les deux se forme un champ électrique qui est une courbe allant du positif vers le négatif. On peut avoir un champ électrique qui est rectiligne, c'est le cas par exemple du champ électrique à l'intérieur d'un condensateur, où la plaque supérieure par exemple est totalement chargée positivement et celle en bas totalement chargée négativement. Ça fait que le champ E, ça va de la charge positive à la charge négative d'une façon rectiligne. Dans ce cas-là, ça suit la courbe qu'on voit ici. Le champ entre les deux, en fait, c'est plusieurs courbes. Le champ droit qu'on voit entre plus et moins, mais aussi tout autour, il y en a des champs qui sont courbés. On va se concentrer sur une seule courbe, supposant que les deux charges positives et négatives oscillent, c'est-à-dire au milieu de la trajectoire, leur vitesse est maximale et aux deux extrémités, leur vitesse est nulle. C'est-à-dire que les deux charges subissent d'une façon continuelle une accélération et une décélération. Concentrons-nous sur une seule courbe et mettons la charge positive en haut. Ça, c'est au temps zéro. Après un huitième de période, le champ sera ainsi. Ceci nous met devant une question. On s'attend à ce que le champ sera tel que illustré à gauche. Pourquoi il y a cette courbure qui a tendance de monter en haut avant de se fermer? En fait, ça c'est normal parce qu'il y a un effet de mémoire, c'est-à-dire que le champ a besoin d'un certain temps pour se mettre en forme. C'est le principe de causalité et entre l'effet et la cause, il y a un certain temps. Ça ne se fait pas d'une façon simultanée. Et donc, cet effet de mémoire fait de sorte qu'on voit la courbe qui est à droite. En d'autres termes, le champ électrique a besoin d'un certain temps pour s'ajuster à la nouvelle situation. C'est l'effet de mémoire, connu sous le nom de effet de kink. Lorsqu'on continue notre analyse, alors à un certain temps, la charge positive et la charge négative arriveront à un seul endroit et la forme, celle qu'on voit ici. Alors dans ce cas-là, le champ a fait toute une courbe. Il a fait une courbe fermée. On est au quart de la période. Après ça, il y aura une séparation, c'est-à-dire que la charge négative maintenant, elle commence à monter en haut, la direction du champ va changer et du coup, la boucle qui a été fermée va se séparer, va se détacher et se mettre dans l'air et commence à se propager. Une autre ligne de champ va se former. Et les deux courbes, comme vous voyez ici, sont de sens contraire. Si vous suivez les flèches sont opposées. Et ça fait qu'une courbe va pousser l'autre et c'est la propagation. Notons que le champ magnétique, il est perpendiculaire au champ électrique. Il traverse le champ électrique au milieu. Alors, si on considère par exemple la droite et on trace la variation de cet onde-là, on voit une forme sinusoïdale. Entre deux sommets successifs, la distance s'appelle la longueur d'onde. La longueur d'onde n'est autre que l'épaisseur de deux boucles, parce qu'une boucle, ça correspond à la charge positive qui est en haut, et la deuxième boucle, ça correspond à la charge négative qui est en haut. Les deux à la fois, ça fait une période. C'est là où la charge positive commence en haut et va revenir en haut. Donc, elle va faire aller-retour, elle va donner deux boucles. Et cette longueur d'onde est deux fois la distance entre les deux charges positives et négatives lorsqu'elles ont commencé. Et du coup, un dipôle a une longueur de demi-longueur d'onde. C'est exactement ce que nous voulons à travers une antenne. C'est ce principe qui est très très simple, mais qui est très intéressant également parce que lorsque la boucle se propage dans l'air, elle prend avec
avec elle la forme de la source. Si la source n'est pas tout à fait sinusoïdale, alors la boucle va être différente d'une boucle pour une source sinusoïdale. L'allure du signal transmis par la source va définir la forme de ces boucles qui se propagent dans l'air. Une fois ces boucles arrivent à l'autre côté, à l'antenne réceptrice, un courant va se former à travers l'antenne réceptrice et ce courant-là, il a la même forme que la tension qui a été transmise par l'antenne transmettrice. Du coup, on peut faire une antenne lorsqu'on fait de sorte que les charges positives et négatives oscillent et à un certain moment se croisent pour que la boucle se détache. Tout à l'heure, nous avons vu un électron comme ça dans l'espace et un proton comme ça dans l'espace. Est-ce que pratiquement ça peut se faire comme ça? Non. Un électron a besoin d'être dans un conducteur. On ne peut pas lancer un électron dans l'espace. En pratique, comment on fait un dipôle? C'est simple. On peut faire la forme qu'on voit ici. Tout simplement, avoir deux fils conducteurs sous forme de L et ces deux fils-là, on les attache à une source électrique. Par exemple, cette source fournit un signal sinusoïdal. Alors, la tension, on le voit ici, c'est une tension sinusoïdale. Ici, on s'est limité à une seule période. Prenons le cas au temps zéro. Les électrons vont se déplacer de la droite du dipôle et vont s'accumuler quelque part à votre gauche. On les voit dans l'animation. À droite maintenant, de l'autre côté, il y en a des électrons qui ont été perdus. Et lorsque les électrons quittent, ils vont laisser des trous, des charges positives. Alors on se trouve dans la même situation qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire une charge positive à une extrémité, une charge négative à une autre extrémité. Ici, on n'a pas une seule charge, on a beaucoup de charges. Donc, ça fait tout simplement que l'onde électromagnétique qui va être créée va être plus intense, mais la forme, l'allure est toujours la même. Maintenant, lorsque ça bouge, ça fait l'effet qu'on a vu tout à l'heure lorsque la charge positive est descendue du haut vers le bas et la charge négative a monté du bas vers le haut. On va maintenant tourner le dipôle pour mieux voir les choses, pour avoir une analogie complète avec le cas des deux charges positives et négatives qu'on a vues tout à l'heure. Et voilà, ça se fait de la même façon qu'on a vu tout à l'heure et les boucles se détachent. Comme j'ai dit tout à l'heure, la distance ou bien l'épaisseur de deux boucles, ça fait la longueur d'onde. Ici, l'antenne fonctionne comme un transmetteur. Elle peut fonctionner également comme un récepteur. Comment? Par le principe de retour inverse. Si on a les champs qu'on voit ici et ces champs-là arrivent à une antenne, maintenant on n'a pas une source à l'antenne, mais on a une charge, par exemple on a une radio ou bien une télé au lieu de la source qu'on voit ici. Alors dans ce cas-là, les champs qui vont attaquer cette tige, ce dipôle, ils vont faire de sorte que la télé ou bien la radio sera alimentée par une tension électrique telle que voulue au niveau de l'antenne émettrice. Cette antenne émettrice, ça peut être une antenne FM sur une montagne, ou bien ça peut être autre chose, une antenne télévision, ou bien une antenne pour communication mobile dans la ville ou bien à l'extérieur de la ville. La fréquence au niveau de l'antenne, c'est la même fréquence de la source. Et la fréquence au niveau de l'antenne émettrice, c'est la même fréquence au niveau de l'antenne réceptrice. Et la fréquence, ça nous donne la forme de la boucle. Ça nous donne également l'épaisseur de deux boucles successives. Étant donné que l'onde électromagnétique se propage avec la vitesse de la lumière, on peut calculer la longueur d'onde en fonction de la fréquence. Et la fréquence, c'est l'inverse de la période. Donc, les quatre paramètres qui sont longueur d'onde, vitesse, fréquence et période sont liés ensemble à travers la formule qu'on voit ici. Généralement, on exige que la taille d'un dipôle soit la moitié de la longueur d'onde. C'est comme ça qu'on maximise le transfert de puissance de l'antenne émettrice vers l'antenne réceptrice. Du coup, si par exemple on prend la radio FM, c'est entre 88 et 108
208 MHz, prenons le cas par exemple de 100 MHz, ça fait que la longueur d'onde est à peu près 3 mètres et donc il faut un dipôle avec une taille de 1,5 mètre. C'est la chose qu'on voit sur la voiture, des antennes qui sont de la taille de 1,20 m, 1,30 m, c'est à peu près la demi-longueur d'onde. Maintenant, pour le cellulaire, le téléphone, mais surtout les anciens, on voit l'antenne qui est à l'extérieur du téléphone. Sa taille, c'est à peu près 13 cm. Pourquoi? Parce que tout simplement, la longueur d'onde est petite, elle est vers les 26 cm. Pourquoi? Parce que la fréquence, c'est 900 MHz. Donc, c'est 9 fois plus grand que la fréquence FM. Et du coup, la taille de dipôle est à peu près 9 fois plus petite que l'antenne FM sur la voiture. Regardons en détail le cas d'une antenne réceptrice. On a la forme de l'onde électromagnétique qu'on voit avec le bleu clair. Et regardez là, au lieu de la source, j'ai mis ZL, c'est la charge. L, c'est le load. Z, c'est l'impédance. Et ça peut être, comme j'ai dit, une radio, une télé, n'importe quel moyen de visualisation. Alors, ça fait que les électrons sont cumulés, par exemple, en haut. Et lorsque les électrons se cumulent en haut, les charges positives vont se cumuler en bas. Maintenant, l'onde qui attaque l'antenne, ça varie dans le temps. Donc, lorsque ça va aller vers le maximum, par exemple, on a les électrons qui vont bouger pour aller à la télé et du coup, ils vont remplir les trous qui sont en bas et puis à un certain moment, les charges négatives deviennent en bas et les charges positives deviennent en haut. Ou bien le contraire, et c'est comme ça que l'antenne réceptrice fonctionne. Alors, le même principe pour l'antenne transémettrice s'applique dans l'antenne réceptrice. Pour la taille de l'antenne réceptrice, la même observation s'applique, c'est-à-dire que l'antenne réceptrice est plus efficace si la taille du dipôle est égale à la moitié de la longueur d'onde. Regardons maintenant d'autres types d'antennes, des antennes qui sont plus compliquées que le dipôle. Pour la télé, on utilise une antenne du type Yagi-Uda. Alors, le dipôle, c'est la chose qu'on voit en rouge ici, là, et on a des ondes électromagnétiques qui attaquent ce dipôle-là, et on ajoute d'autres barres. Ce sont les barres ici en gris, ce sont des réflecteurs et des directeurs qui font de sorte que l'onde va se réfléchir et va se focaliser sur la barre rouge pour collecter le maximum d'ondes qui est dans l'espace. Cette antenne, elle va convertir l'onde électromagnétique au petit courant, c'est le courant J dans l'équation 2, l'équation de Maxwell. En effet, le rotationnel du champ H, le champ magnétique, est égal au champ variable, c'est-à-dire la dérivée du champ E par rapport au temps, plus J, c'est le courant surfacique. C'est ce courant-là qui va aller à l'antenne pour nous donner les images et le son dont on a besoin. Généralement, on utilise un câble coaxial, et le câble coaxial, c'est une ligne de transmission qui a une fréquence de coupure assez élevée. Pour la télé, par exemple, on ne peut pas utiliser une paire torsadée, paire téléphonique torsadée, il faut un câble coaxial. Pour la parabole, ça fonctionne comme un miroir sphérique. Ce sont les ondes électromagnétiques qui seront focalisées vers la LNB et la LNB est mise dans le point focal de cette parabole. Pourquoi on utilise un miroir parabolique au lieu d'un miroir sphérique? Tout simplement parce que le miroir sphérique, il concentre, oui, mais il concentre pas bien. Il y aura ce qu'on appelle les aberrations sphériques. Pour minimiser les aberrations sphériques, on utilise la forme parabolique qui fait de sorte que les ondes qui vont attaquer ce miroir-là vont être focalisées parfaitement sur le point focal.